Le découragement, c'est la maladie de notre temps. Si au XIXe siècle, la maladie de notre temps, c'était le spleen, au XXe siècle, j'ai l'impression que la maladie de notre temps, que j'essaye de penser, c'est le découragement. Le seul horizon de sens que nous avons, c'est celui du contrôle. On est conduit à se contrôler. Et donc, on est découragé parce que le contrôle n'est pas une mesure humaine. La mesure humaine, c'est la maîtrise. Pourtant, on pourrait rétorquer qu'il y a plein de raisons en fait d'être découragé. Le monde va mal, le monde est cruel, le monde est injuste. Quand on dit le monde va mal, les gens sont trop durs, on ne va pas s'en sortir, on fait une faute, on croit qu'on est hors du monde. Mais on est le monde. Le monde, c'est nous. On y est. Et donc Hannah Arendt appelle, elle, à aimer le monde. C'est pas seulement la compréhension qui aide, c'est un acte, un geste qui peut changer une existence. Et j'essaie de montrer voilà, quels sont les petits gestes qu'on peut faire qui nous remettent autrement en rapport à nous-mêmes, au contexte, à la vie, et qui entraînent la libération la plus grande, le changement, voilà, la manière d'être décoincé, défigé. Alors, bonjour Fabrice. Aujourd'hui, on va parler de ton nouveau livre, La théorie du bourgeon. Et je voulais commencer par une première question sur le sous-titre, donc, qui est une philosophie anti-découragement. D'habitude, on prend le mot découragement pour dire qu'on ne se sent pas de faire quelque chose. Mais tu sembles dire que le découragement, c'est autre chose de plus profond. Oui, ma conviction, c'est le découragement, c'est la maladie de notre temps. On pourrait dire, si au XIXe siècle, la maladie de notre temps, c'était le spleen, si la névrose, voilà, tout le monde se sent névrosé, au XXe siècle, j'ai l'impression que la maladie de notre temps, que j'essaye de penser, c'est le découragement. Alors bien sûr, il y a le découragement que tout être humain vit dans toutes les époques. Le sentiment de plus y arriver, de manquer de courage, de sentir que c'est trop dur. Mais notre temps est marqué par un redoublement du découragement que j'essaye d'analyser dans le livre et montrer que c'est plus radical que juste un petit problème psychologique, que c'est un problème structurel qui vient alors de plein de phénomènes, mais en gros, que le seul horizon de sens que nous avons, c'est celui du contrôle. On est conduit à se contrôler. Et donc, on est découragé parce que le contrôle n'est pas une mesure humaine. La mesure humaine, c'est la maîtrise, c'est pas le contrôle. Il y a une grande différence. Quand quelqu'un a une grande maîtrise, un grand cuisinier qui a une grande maîtrise, un médecin qui a une grande maîtrise, c'est pas la sûreté du contrôle qui repose sur le calcul, mais qui repose sur un savoir incarné, une manière d'être, un art. Et aujourd'hui, l'horizon, c'est le calcul. On est passé par exemple de la masse, qu'il s'agit de contrôler, typiquement du XXe siècle, à la multitude, qu'il faut calculer. Et donc cette manière dont tout doit être calculé, c'est aussi l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, enfin, tout est pris par le calcul, et tout cela conduit à une forme de découragement. Parce qu'il y a une déshumanisation à la racine du problème. Au fond, la théorie du bourgeon, c'est comprendre comment on est déshumanisé et comment nous réhumaniser en refaisant confiance à la vie. C'est ça qui me conduit à parler souvent sur cette chaîne de toute cette nouvelle maladie. Donc c'est très très concret. Par exemple, le stress, la charge mentale, le burn-out, qui sont vraiment des maladies de notre temps et qui sont des maladies de l'instrumentalisation de soi-même en vue d'obtenir un rendement. Et c'est toute notre vie. Par exemple, aujourd'hui, un jeune doit réussir à rentrer dans l'ordinateur de Parcoursup pour voir ce qu'il va devenir. Et disons, son futur est comptabilisé, calculé. Tout ça entraîne un découragement, puisque j'ai de moins en moins maîtrise de la situation. Je ne peux pas contrôler, on ne peut pas contrôler, je ne peux pas te contrôler, je ne peux pas contrôler ma vie, mais je peux maîtriser les choses. C'est-à-dire faire face voilà, à une part de hasard, d'incertitude, de relations, d'écoute, de rencontres, d'aventure, de patience. C'est ça le règne de l'existence humaine. Et donc le découragement, c'est qu'on est coupé de notre humanité. Au fond, on est découragé. On tend à le penser comme si c'était une faute personnelle. Je me décourage parce que je ne fais pas assez bien. Non,
je suis découragé parce que je suis conduit à vouloir tellement faire que il y a un épuisement. Il y a un épuisement, une fatigue, un étouffement. Et c'est ça que j'essaye de penser comme le découragement. Alors, il y a plein d'autres visages, mais disons, voilà, j'essaie de montrer que le découragement, c'est un rapport fondamental à la vie. Ce n'est pas un rapport, disons, comme je disais tout à l'heure, psychologique restreint, une faute psychologique, mais c'est que mon rapport à la vie est devenu abstrait, est devenu non respectueux. Et donc je suis découragé parce que je ne suis plus vraiment vivant. On pourrait redire ça. C'est-à-dire chaque fois que je ne suis plus vraiment vivant, que je me coupe de la vie, je suis découragé. Et on va le voir, ça induit des choses mais extrêmement évidentes et pratiques au quotidien. C'est-à-dire pour réussir ce qu'on a à faire, pour se déployer, pour s'accomplir, il faut absolument être vivant. Si je ne suis pas vivant, je vais me décourager. Et c'est ça. Et nous vivons dans un horizon que j'essaye de décrire dans le livre. Quel est cet horizon qui nous coupe de nos propres forces? Et alors, si on s'intéresse un petit peu plus au découragement, alors de 1, on ne le voit pas forcément, et de 2, on ne sait pas forcément comment y faire face. Ça, c'est, heureusement, merci beaucoup, ça c'est très important. Le découragement, on ne s'en rend pas souvent compte. Parce que le plus souvent, il y a les découragements, voilà, là je ne vais pas y arriver, je ne peux plus. Mais des fois, c'est l'inverse. On s'entête. On s'entête. On est pris dans un aveuglement et on s'entête et on ne se rend pas compte qu'on s'entête parce qu'on est découragé, qu'on ne voit pas comment on peut réussir. On a l'impression que c'est sans espoir. Donc on accepte des choses qui nous font du mal, qui nous privent de la joie, de l'épanouissement. Et ça, je crois que c'est très important d'arriver à dire à ceux qui nous écoutent, quand vous voulez tout contrôler, c'est en fait une forme de découragement, parce que c'est que vous n'avez pas confiance. Et le contraire du découragement, c'est d'avoir du courage, d'avoir du cœur. Courage, le mot courage, ça vient de cœur, âge en ancien français. Avoir du cœur, et ça, c'est vraiment lié à la confiance. On pourrait dire, mon livre, c'est comment avoir confiance en soi. Et comment avoir confiance en soi, justement, en revenant, en surmontant le découragement, en montrant que voilà, le découragement, c'est cette coupure fondamentale avec la vie. Et dans le livre, je pars vraiment de ma propre expérience, comment le découragement que j'ai vécu quand j'étais jeune, c'est pas manifesté du tout par le fait que je faisais rien, mais par le fait que je m'entêtais, je voulais devenir prof de philosophie, et c'était vraiment pas du tout pour moi. Et le découragement, c'est croire qu'il n'y a pas d'autre voie, que je suis condamné. Il n'y a même plus la case, quelque part, d'impossible. Et le découragement, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus d'autres possibles que ce qu'on est en train de faire qui ne nous convient pas du tout. Et donc, le livre montre comment on s'enferme, ce que j'appelle le syndrome du garrot. Un garrot, c'est quelque chose qu'on met à un moment parce que ça risque de saigner, mais si on le garde trop longtemps, ça devient très dangereux. Et nous mettons beaucoup de garrots, et j'essaie de montrer comment on se met les garrots, comment nous délivrer des garrots, pour, à un moment, il faut laisser la vie circuler et cicatriser ce qui a besoin d'être cicatrisé. Et c'est ça la métaphore du bourgeon, c'est ce mouvement de vie qui demande à être nourri, à être célébré, à être écouté, auquel il faut faire attention. Et la vie, comme je le dis dans le livre, ça ne se contrôle pas. Ça se rencontre et ça s'écoute. Et c'est ça ce que j'appelle le bourgeon. Comment on peut cultiver le bourgeon. Et le découragement, on pourrait dire autrement, le découragement, c'est croire qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir rapport au bourgeon, qu'il n'y a pas de bourgeon. Mais tant qu'on est vivant, il y a de la vie, donc il y a du bourgeon. Le bourgeon est la métaphore, j'essaie d'employer dans le livre, de comment on est vivant. Et être vivant, c'est inouï. C'est ça que j'essaie aussi de montrer, c'est juste inouï. C'est inouï d'être vivant. Et on l'oublie. Et au fond, le livre, c'est essayer de remontrer que déjà, juste le fait d'être vivant, de s'arrêter juste en dire « Ah oui, là, je suis vivant », c'est en soi déjà une merveille. Alors justement, comment est-ce que tu t'es sorti de ça, de ce garrot? Alors, évidemment, le livre raconte en 5 étapes comment, justement, redevenir vivant. Et comment on a l'impression parfois qu'on est coincé, qu'il y a quelque chose qui est coincé dans notre vie. Donc, je pars un peu de ma propre expérience parce que chacun peut s'y reconnaître et voir comment ça fonctionne. Et donc, voilà, moi, c'est
l'entêtement à essayer d'être prof de philo et passer les concours, que ni je réussis les concours, ni je réussis à être prof de philo. Et je raconte vraiment, mais presque la première étape, c'est de voir... Ah, parce que alors, donc, je ne réussis pas à passer les concours, mais je suis devenu quand même prof, parce qu'il y avait le statut de maître auxiliaire, et donc j'enseigne, et là c'est vraiment le cauchemar total. C'est pas du tout pour moi. Et ça me fait souffrir horriblement, mais il n'y a pas d'autre case. Et donc je dirais la première étape, c'est de se rendre compte, d'avoir l'honnêteté, ou je sais pas comment on pourrait dire, l'humilité, de dire ah oui là, ça va pas. Et de sentir que dire ça va pas, c'est comme on rentre chez soi, il y a une fuite d'eau, on dit tiens, il y a une fuite d'eau. Que c'est pas du tout pessimiste, négatif, ça va pas nous enfoncer, mais on voit la situation et on voit ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on répare? Est-ce qu'il faut vraiment appeler un plombier? Est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc c'est un peu voilà. Donc moi, j'ai pas vu de possibilités. Et j'étais obsédé qu'il fallait que je trouve un métier, que je trouve ma place dans le monde. Je suis absolument extrêmement hypersensible, donc ça m'inquiétait beaucoup de voir comment... Enfin, je ne savais pas que j'étais hypersensible à l'époque, mais je vivais avec ce sentiment d'étrangeté dans ce monde, d'être très émotionnel, très vulnérable. Et j'étais vraiment dans un état d'enfermement, parce que je ne voyais rien possible. Et ce que je montre, enfin ce qui s'est passé, c'est un ensemble de rencontres et de hasards qui m'ont conduit à une toute autre direction, et que ça s'est passé justement parce que j'ai accepté d'être ouvert à ce qui se passe. Que, par exemple, j'ai suivi, donc je raconte, j'ai rencontré une collègue qui m'a parlé de son professeur de philosophie, et j'ai quitté l'éducation nationale, j'ai tout arrêté pour suivre ses cours, et c'est ça, qu'il était professeur de Cagnes, j'ai suivi son cours pendant 7 ans tous les jours, jusqu'à son départ à la retraite. C'est un peu fou de penser que j'ai fait un truc pareil, mais j'ai été tellement heureux. Évidemment, rétrospectivement, si j'écris des livres, je m'occupe de cette chaîne, et tout ce que je fais, je l'ai appris avec lui, parce que lui, il m'a appris à lire, à penser, à écrire ce que je ne savais pas, pour de bon. Et ce qui me manquait quand j'étais prof aussi, c'est que j'avais pas une colonne vertébrale assez solide, que j'ai appris grâce à lui. Et en réfléchissant, je ne me suis même pas vraiment tant rendu compte en écrivant le livre qu'en le relisant au moment des épreuves. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment frappant, parce que ma propre vie que je raconte témoigne de ce dont je parle dans le livre. C'est-à-dire que c'est en rencontrant ce prof de philosophie absolument, où je faisais un truc qui n'avait aucun sens, puisque ça ne répondait pas à mon angoisse de trouver un travail. Donc j'ai pris des petits boulots de 3 fois rien, puis ça s'est développé, et puis les choses ont trouvé place. Et je me rends compte du coup que c'est ça que j'essaye de montrer, que j'appelle dans le livre la diversion, qui est un peu une des clés pour revenir à la vie. Il y a 2 formes de diversion. Il y a la diversion qu'on connaît, qui est complètement absurde. Je suis angoissé et je bois 3 bouteilles d'alcool pour pas sentir ce qui se passe. Ça m'aide pas du tout, ça m'enfonce. Mais souvent, on est pris par un problème et on ne voit que le problème. Et on a besoin de faire diversion pour oublier la manière dont on est enfermé. On s'est enfermé soi-même. Et c'est ça, il faut qu'il y ait quelque chose comme une gratuité, une rencontre qui fait diversion. Et si on voit un petit garçon qui joue et qui tombe, ou une petite fille, elle regarde son papa ou sa maman, et il y a une seconde, elle se dit, est-ce qu'il faut qu'elle pleure parce qu'elle est tombée? Puis si on dit, oh regarde, il y a un petit chat, regarde le petit chat, elle sort d'elle-même, au lieu de se centrer sur elle, elle sort d'elle-même, et elle sourit, et elle oublie sa douleur, et elle revient dans le mouvement de la vie. Et ça, c'est vraiment tout à fait ce que je décris le plus précisément. Le livre est vraiment composé à la fois d'un arrière-plan philosophique pour comprendre cette théorie, de mon propre expérience, mais aussi de beaucoup d'exercices qui essayent de montrer ce qui me semble la clé,
c'est comment trouver cette diversion qui nous remet dans la vie. Et la diversion, d'ailleurs, c'est pas l'évitement émotionnel pour autant, l'évitement expérientiel. Et tu en parles d'ailleurs de l'évitement expérientiel dans le livre. Oui, c'est-à-dire c'est le contraire. C'est pas, la diversion n'est pas pour éviter quelque chose, parce que ça marche pas du tout d'éviter les choses. Il faut, mais il faut les rencontrer, il faut voir ce qui se passe, il faut être en rapport au réel. Mais c'est pas du tout un évitement, mais c'est une désemprise, une manière on est emprisonné, on est coincé dans son problème, on est coincé dans sa peur, on est coincé dans une relation, on ne voit pas comment en sortir. Et qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on fait un pas de côté, on réouvre les portes et les fenêtres, on voit les choses autrement, on retrouve d'autres ressources. Et nous sommes vraiment prisonniers, ce que j'explique de livre en livre, depuis Foutez-vous la paix, on est vraiment prisonnier de cette idée que si je contrôle, je vais pouvoir résoudre mes problèmes. Mais en fait, c'est tout à fait faux pour une raison toute simple, c'est que le contrôle est très étroit. Je contrôle que quelques éléments, mais la vie est beaucoup plus riche. Donc quand j'essaie de contrôler les choses, en fait, je perds la maîtrise. Parce que, reprenons l'exemple, un cuisinier veut contrôler ce qu'il va faire, il va se planter tout de suite, parce qu'il y a la température, c'est pas exactement, il va prendre des carottes, mais elles viennent pas exactement de la même région, ou elles sont un peu plus grosses, donc il va devoir, s'il veut contrôler, il va pas réussir à s'ajuster. Pour s'ajuster, il faut qu'il rentre en rapport à l'environnement, à l'entièreté de la situation. Et par le contrôle, et par juste l'analyse de la pensée, on est dans un monde beaucoup trop étroit. Et donc, aussi, le livre est un plaidoyer pour l'action. Je ne crois pas que c'est l'analyse de nos problèmes qui permet de les résoudre. Je crois que c'est un acte, un geste qui nous permet d'habiter autrement notre situation, d'habiter autrement le monde, et qui fait que ça va mieux. Si on reprend la petite fille qui tombe, c'est pas en lui expliquant que c'est pas important, qu'elle s'est pas fait mal, qu'il faut qu'elle soit positive, ou je ne sais quel discours qu'on va lui tenir, que ça va marcher. Regarde le petit chat, elle fait quelque chose. Elle rentre dans un mouvement, et elle revient dans le mouvement de la vie. Et très souvent, nous, on est prisonniers. On est prisonniers d'un rapport beaucoup trop étroit de pensée. Il y a un moment, c'est important de réfléchir, et il y a un moment, c'est important qu'il y ait une action qui nous replace autrement dans la vie. Et notre monde, et c'est ça qui nous décourage, a perdu complètement le sens de l'action. Et ça, c'est une des grandes sources de découragement. Alors ça semble complètement paradoxal de dire, mais on passe son temps à agir. Non, on n'agit pas. Parce que la plupart du temps, on prend quelqu'un à décider et on exécute quelque chose. Et exécuter, c'est pas agir. Agir, c'est vraiment inventer, créer, jouer. Ça, c'est ça. Inventer, jouer, créer. Là, on agit. Mais quand je ne fais qu'exécuter, même si c'est moi qui l'ai décidé avant, pendant que j'exécute, je ne suis pas dans cette action vivante. Et donc, je me coupe de la vie. Quand j'exécute, je ne suis pas vraiment vivant. Et donc, pour ne pas être découragé, il faut sortir de l'exécution pour rentrer dans l'action, comme création, comme renouvellement, et ça, c'est vraiment tout à fait fondamental. Et dans n'importe quelle profession, dans toutes les professions, comment on sort de la calculabilité et de l'exécution pour retrouver un peu de liberté. Et la vie a à voir avec ce surgissement de vie, de création, de joie. Et c'est ça le bourgeon que j'essaye de montrer. Et c'est ça qui, disons, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est ça qui me hantait que je voulais écrire une théorie pour essayer de montrer la logique de l'enfermement et par où ça s'ouvre. Parce que voilà, j'avais beaucoup montré dans Foutez-vous la paix, pourquoi il faut se foutre la paix, pourquoi il faut arrêter de comprendre, de se contrôler, pourquoi ça ne marche pas. Mais ce qui me semblait important, c'est que j'ai essayé de travailler depuis intensément pour réussir à montrer comment ça fonctionne. Pourquoi je disais foutez-vous la paix et commencez à vivre. Qu'est-ce que ça veut dire se commencer à vivre? Qu'est-ce que c'est la vie? Comment on se coupe de la vie? Comment on est vivant? Donc là, c'est vraiment un livre presque d'exercice pour réapprendre à être vivant et sortir au fond
la manière dont on est complètement conduit dans notre société à devenir un rouage d'une machine. Pourtant, on pourrait rétorquer qu'il y a plein de raisons en fait d'être découragé. Le monde va mal, le monde est cruel, le monde est injuste. C'est très important. C'est très important, c'est ça tout l'enjeu du livre. C'est qu'effectivement, il y a plein de raisons d'être découragé, mais être découragé n'aide en rien. Et on peut très bien dire à l'inverse. Si le monde va mal, raison de plus pour essayer de faire quelque chose. Mais pourquoi on est découragé ? C'est pas parce que le monde va mal qu'on est découragé. C'est parce qu'à l'âge de la calculabilité généralisée, on ne croit pas que ce qu'on va faire a du sens. Parce qu'on est tout de suite pris par l'obsession. Est-ce que c'est efficace, rentable, que ça va avoir un effet ? Et cette obsession de l'effet nous rend complètement, nous décourage. Donc c'est pas le fait que le monde va mal. Le monde va mal à toutes les époques, le monde va mal. Je relisais le discours de Stockholm de Camus dans les années 50. Il dit très bien que le monde est complètement détraqué et qu'il n'y a aucune chance de pouvoir faire qu'il aille bien, qu'il faut assumer cette situation-là. Et quand il parle de l'état du monde, on se dit mais il est très sombre, on a l'impression que ça s'adresse à aujourd'hui. À part que lui parle du péril nucléaire et nous, on pense plus au péril de la survie de la planète. Mais il y a la même... donc que le monde aille mal, ça peut être l'occasion, au contraire, de vouloir le réparer, de vouloir faire quelque chose, de vouloir agir. Mais ce qui se passe là, la vraie raison de notre découragement, c'est qu'on a l'impression que ça ne sert plus à rien. Parce que nous sommes dans un horizon qui est complètement erroné. Cet horizon de la calculabilité générale. Et donc on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire qui est mesurable, comptable, qui va produire des effets ? Mais le monde n'est pas calculable. C'est-à-dire là, il y a quelque chose comme un vice de forme tout à fait radical. On ne peut jamais prévoir ce qui va se passer. Je lisais Edgar Morin qui raconte que personne ne pouvait penser, en tout cas lui raconte que personne ne pouvait penser en 1942, au moment de la guerre, que la Russie allait rentrer en guerre, puisqu'elle était, plutôt du côté des Allemands, avec le pacte de non-agression germano-soviétique, que l'Amérique allait rentrer en guerre. Enfin, il y a des choses qui sont toujours imprévisibles. Et donc, c'est très important de sortir de cette logique de la calculabilité qui nous aveugle. On est découragé parce qu'on est prisonnier de l'illusion de la calculabilité et du contrôle. Mais au fond, c'est ça la bonne nouvelle du livre, c'est qu'on ne cesse de croire que tout ira bien, qu'on aura tout contrôlé et tout calculé, mais cela ne fait que nous décourager, et en plus, ça ne marche pas. Donc, redevenons vivants. Et ce qui m'a beaucoup aidé, moi-même, pour sortir de ce découragement, disons, général, que je vis comme tout le monde quand on écoute les informations et qu'on voit tous ceux qui construisent nos sociétés menacées, c'est de me souvenir de ce que dit la philosophe Hannah Arendt. On n'en a pas parlé, mais mon livre s'appuie sur pas mal des grands philosophes de la fin du 19e et du 20e siècle qui font un travail incroyable pour essayer de penser notre monde et comment ouvrir un horizon possible, comment renouer avec la vie. C'est une des convictions philosophiques fondamentales de mon livre, c'est que la philosophie dit depuis le 19e siècle, depuis Kierkegaard, depuis Nietzsche, depuis Bergson, attention, le début du 20e siècle, attention, notre monde est en train de nier la vie, et c'est ça qui est au cœur de la catastrophe. Donc, et je trouvais intéressant aujourd'hui de reprendre ce travail philosophique et d'essayer de le confronter aux nouveaux défis que nous sommes en train de rencontrer. Et ça, c'est ce que tente de faire le livre. Et alors, Hannah Arendt, dans ce rapport à la vie, et sortir, disons, de la position abstraite, c'est un des grands paradoxes de la philosophie. C'est que les gens qui n'ont jamais fait philosophie disent « Oh, la philosophie, c'est abstrait ». Et les philosophes, avec tous ceux dont je parle, disent « Non, nous vivons dans un monde trop abstrait et la philosophie est là pour sortir de l'abstraction ». Et donc, Hannah Arendt dit par rapport à ça que
nous ne sommes pas hors du monde. Et quand on dit « le monde va mal, les gens sont trop durs, on ne va pas s'en sortir », on fait une faute, on croit qu'on est hors du monde. Mais on est le monde. Le monde, c'est nous. On y est. Et donc Hannah Arendt appelle, elle, à aimer le monde. Et elle dit, c'est absolument bouleversant, elle écrit une lettre à son professeur de philosophie qu'elle avait quand elle était en Allemagne. Après, elle est partie aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale pour fuir le nazisme qui voulait la mettre à mort. Et elle lui écrit dans les années 50, donc c'est déjà une femme d'un certain âge, « J'ai mis très longtemps à apprendre à aimer le monde. Mais je crois que c'est le mot qui définit toute ma philosophie. Aimer le monde, je crois que c'est ça aussi à un moment qui nous libère du découragement et qui nous aide à être dans la vie. Et aimer le monde, c'est sentir que on peut faire quelque chose. Pas à partir de la calculabilité, mais on a tous à faire quelque chose pour que ce monde soit plus habitable. Et aimer le monde, c'est sentir qu'on est partie prenante et que la manière dont je dis bonjour à quelqu'un, dont je réponds au téléphone à quelqu'un, dont dans mon travail, je fais que le monde est un peu plus harmonieux, et tous les métiers. Je peux rendre le monde plus harmonieux ou le monde plus disharmonieux. N'importe quel métier, je peux faire ça. Et qu'en faisant ça, je fais quelque chose d'important. Et c'est ça ce qui est formidable dans ton livre et dans ce que tu dis, c'est qu'on pourrait se dire aimer le monde, donc s'engager, donc aller à l'autre bout du monde pour donner une contribution ou faire quelque chose d'incroyable ou bien gagner le prix Nobel de la paix. Mais non, c'est là Oui. où on est, très concrètement, qu'on peut faire quelque chose. Oui, ce qui me semble central, c'est si on prend un moment pour dire qu'est-ce qui a été essentiel dans ma vie qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Ben, ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui et de te parler, c'est tel prof qui m'a tendu la main alors que tout le monde pensait que j'étais un cancre, telle personne qui m'a aidé un moment en croyant en moi et en me donnant un boulot alors que je ne voyais plus comment faire, telle personne qui m'a donné un conseil. Je me souviens, je ne savais pas du tout demander d'être salarié comme il faut dans le métier que j'avais, puis un jour je vois une rencontre, comme quelqu'un que je rencontre, il me dit « je vais t'expliquer », et elle passe une demi-heure à m'expliquer comment faire ma demande, comment ça ne sert à rien d'être trop psychologique, comment il faut être factuel, des tas de trucs évidents que je ne savais pas, qui ont changé ma vie. Et donc on se rend compte que c'est ça qui fait que le monde est vivable. Et donc nous aussi, on peut faire ça pour d'autres personnes. Qu'on peut tous, que ce qui transforme le monde, c'est beaucoup de gestes qui ont l'air complètement inapparents, et souvent on ne s'en est pas rendu compte. C'est 10 ans après, quelqu'un dit « Oh là là, merci infiniment, ce que vous avez fait a changé ma vie ». Je dis « Ah bon, mais moi j'ai rien fait ». Là, je parlais à quelqu'un qui me disait, qui dirige une grande entreprise, et qui me dit « Vous avez changé ma vie ». Je lui dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui, dans une vidéo, vous expliquez que 95% des gens veulent bien faire. Et que les nouvelles maladies, tout ça, viennent des gens qui ne peuvent pas réussir à bien faire. » Et il me dit, depuis que j'organise voilà, le grand groupe qui dirige, en pensant à ça, mon management est complètement différent. Et je vois que vous avez raison. Et ça change complètement tout. Mais moi, je dis, voilà, on aide le monde pas en étant conscient qu'on aide le monde et en se disant, bon, bah, je mérite une médaille parce que j'ai aidé le monde. On aide le monde, et c'est ça qui nous donne, par une intention, d'essayer de faire ce qu'on peut. En étant avec la vie, en essayant de célébrer la vie dans ce que l'on fait. Et chacun peut faire que la vie soit un peu plus célébrée, nourrie, respectée, là où il est. Et chaque personne qui fait que la vie est nourrie et respectée, c'est ça, la théorie du bourgeon, et c'est ça qui nous aide à surmonter le découragement. Et souvent, ce qui nous permet de surmonter le découragement, c'est cet allant, ce désir. Je pense que le désir est très important. Le désir surmonte le découragement. Et le désir, c'est sentir ce bonheur, que ce qu'on fait a du sens. Que ce qu'on fait, ah ouais. Et partout, ce qu'on fait peut avoir du sens. Et je crois que là, il y a une clé très profonde pour retrouver ce souffle, cet allant. Et j'espère qu'on voit bien voilà, l'articulation que je propose. Le découragement, c'est vraiment la coupure avec la vie, la coupure avec l'allant, le fait de sentir à côté de la vie,
et comment on revient dans la vie qui nous permet de surmonter le découragement. Et que revenir à la vie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décider de faire par un acte de volonté, mais par tout ce dont on a parlé et que je propose dans le livre à partir d'exercices, redevenir vivant, rentrer dans l'expérience, rentrer dans le contexte, faire diversion, se libérer du garrot. Et puis dans le livre, je parle de plein d'autres choses, le pouvoir du dedans, le 7e sens. Enfin, il y a énormément d'approches, mais qui visent tous à cette manière de sortir du découragement qu'a à voir avec le fait de vouloir se contrôler, se voir, se regarder, être dans une sorte de conscience de soi-même qui nous aveugle. Un point important qu'on peut soulever dans ton livre aussi, c'est qu'il y a plein d'exercices. C'est vraiment un livre qui vise à accompagner le lecteur pour vraiment faire l'épreuve, faire des gestes. Parce que comme j'ai dit, c'est pas seulement la compréhension qui aide, c'est un acte, un geste qui peut changer une existence. Et j'essaie de montrer voilà, quels sont les petits gestes qu'on peut faire qui nous remettent autrement en rapport à nous-mêmes, au contexte, à la vie, et qui entraînent la libération la plus grande, le changement, voilà, la manière d'être décoincé, défigé, qui me semble centrale. Et peut-être, pour conclure, moi je suis philosophe, mais dans le livre, j'interroge à des moments des psychiatres ou des médecins pour vraiment montrer comment la théorie que je présente a un impact thérapeutique et comment elle corrobore les recherches thérapeutiques actuelles. Et donc, voilà, le livre est à plein de niveaux, mais c'est important de souligner cet aspect thérapeutique qui est vraiment, qui me semble central. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Fabrice.